ou bonsoir à tous où que vous vous trouvez. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous organisé par l'ICF Synergie, l'Alliance des coachs francophones de l'ICF. L'objectif de ce nouveau rendez-vous est de vous faire découvrir des livres sur le coaching. Aujourd'hui, lors de cette interview littéraire, nous avons avec nous Philippe Rosinski, auteur de Leadership et Coaching Global. Bonsoir Philippe. Bonsoir Yotis et bonsoir à tous. Donc pour cette première, commençons par découvrir le sommaire de ce nouveau rendez-vous. Dans un premier temps, Philippe, tu nous parleras de ton parcours. Ensuite, nous nous concentrerons sur ton livre Leadership et Coaching Global. Tu nous présenteras ta carte blanche. Ensuite, deux personnes nous rejoindront pour te poser quelques questions sur ton livre. Nous terminerons cet entretien avec la découverte de ta bibliographie et tu nous donneras quelques conseils sur la littérature du coaching. Est-ce que cela te convient? Parfait, merci Otis. Commençons donc par le premier point à propos de Philippe Rosinski, pionnier du coaching interculturel. On voit, vous avez toutes les informations ici devant vous pour ceux qui nous suivent. Tu es également auteur de plusieurs ouvrages. On en parlera également par la suite. Tu es expert en coaching de dirigeants et d'équipes de direction reconnues mondialement. Alors, je sais que tu voyages énormément, que ce soit au Japon, dans d'autres continents. Tu es directeur donc de Rosinski et compagnie, un master en sciences de l'université de Stanford, ingénieur polytechnicien de l'université libre de Bruxelles et executive master en management de la Solvay Brussels School et Economic and Management. Tu as aussi fait partie des membres fondateurs de l'ICF Belgium. Peux-tu nous parler de cette évaluation COF et également de ton trajet, en tout cas de ton parcours international? Alors oui, l'évaluation COF, c'est un outil qui permet de faire le point sur nos préférences culturelles dans différents registres, différentes façons de communiquer, de penser, de gérer le temps, de nous organiser. Il existe toute une série de différences et il est intéressant d'être conscient de ces différences. L'outil permet d'établir des profils individuels et collectifs, d'agréger les données de différentes façons et aussi au-delà des 17 dimensions standards dont il est question ici, de créer ses propres dimensions interculturelles. Alors, concernant le parcours international, je pense qu'on va pouvoir en reparler tout à l'heure, mais peut-être j'ai envie de dire deux, trois choses sur le rôle de professeur que j'ai depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai été invité par Kenichi Omae au Japon. Kenichi Omae, faut savoir que c'est incontestablement le plus grand spécialiste du management et du leadership au Japon. Il m'a fait l'honneur de me demander de rejoindre son école et de considérer aussi que ces thèmes de coaching interculturel, de coaching global sont indispensables aujourd'hui, en tout cas selon lui, pour former les managers, les leaders, les dirigeants. Alors, le cours a lieu dans cette école et dans le programme de MBA en globalisation. Et les étudiants sont déjà des gens qui ont de la bouteille, une quarantaine d'années, souvent avec des postes à responsabilité, y compris souvent même à l'étranger. Et donc, c'est une très belle expérience de pouvoir travailler avec eux sur ces thématiques. Une des questions que j'aimerais te poser bon, je pourrais te poser énormément de questions par rapport à ton parcours, mais tu es également le premier master coach d'Europe. Alors, comment devient-on le premier master coach d'Europe? Est-ce qu'il y a un mentor? Est-ce qu'il y a un exemple à suivre? Peux-tu nous en parler un tout petit peu? Yotis, merci pour cette question. Je crois que c'est une invitation, peut-être dire quelques moments clés dans ma vie de coach. En effet. Voilà, c'est difficile de résumer presque 30 ans de coaching en quelques moments clés, mais voilà les moments que j'ai choisis ici. 1998, je vais le dire à la belge, 1998 pour nos amis français. J'ai choisi cette date parce que à cette époque-là, j'ai déjà plusieurs années d'expérience de coaching et sans vouloir être prétentieux, je suis un de ceux qui ont démarré cette discipline de coaching, à la fois le coaching individuel et le coaching d'équipe. Concernant ce coaching d'équipe, j'ai fait la synthèse de différents éléments, des exercices de team building, des outils d'assessment qui existaient. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est combiner tout cela dans une démarche cohérente qui vise à accompagner une équipe dans la durée pour aider à déployer son potentiel pour plus d'épanouissement de ses membres
plus de performance et au service de différentes parties prenantes multiples. J'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs équipes, en particulier celle de Peter Leyland. Peter Leyland qui était le responsable de l'équipe Baxter Rinal au Royaume-Uni et qui a connu un succès vraiment remarquable, à tel point que son histoire et celle de son équipe a été relatée dans la prestigieuse Sloan Management Review. Alors, avec Peter Leyland, ce qu'il a réussi à faire, c'est, au terme de ce parcours, d'avoir quelque chose qui était plus bénéfique à la fois pour le business, plus profitable, mais aussi pour les patients concernés par ces produits. Ces produits, en l'occurrence, des appareils de dialyse ambulatoire, non seulement d'excellents appareils, mais ce que Peter et son équipe a mis en œuvre, ce qu'ils ont mis en œuvre, c'est toute une série de services annexes qui ont permis de rendre la vie de ces patients la meilleure possible, si je puis dire. Nous avons eu l'occasion de présenter ensemble cette démarche et Peter Leyland a témoigné du fait qu'il a reçu différentes aides en cours de route, mais c'est le coaching d'équipe que nous avons fait ensemble qui s'est révélé être l'aide la plus cruciale. Nous avons pu présenter cette approche ensemble. C'était la première conférence internationale de coaching en Europe et c'était à Amsterdam. Au cours de cette année, j'ai rencontré Cheryl Richardson à cette conférence, qui est une des cofondatrices ICF International. Et j'ai trouvé vraiment formidable cette idée d'une association internationale de coachs. J'ai pas hésité un instant. Dès mon retour à domicile, je me suis inscrit à l'ICF. J'ai entrepris les démarches aussi pour devenir MCC. Et nous voilà alors en 1999. C'est aussi une année importante pour moi. Deuxième conférence internationale à Londres. C'est la première fois que je présente le sujet du coaching interculturel. C'était sous forme d'une post-conférence, d'une demi-journée, un atelier expérimental. Au cours de cette même année aussi, j'ai été invité à participer au premier Executive Coaching Summit qui a eu lieu à Orlando aux États-Unis. Aujourd'hui, l'executive coaching, c'est une profession relativement bien établie déjà. Il y a 20 ans, on était encore au début, à se demander comment définir ce executive coaching, comment le rendre légitime. Et parmi les participants qui avaient été invités, il y avait Tim Gallwey, qu'on peut considérer comme le pionnier du coaching moderne. Et j'ai eu l'occasion, c'était très sympa, de jouer au tennis avec lui. Il avait écrit un livre, Inner Game of Tennis, et donc j'avais Oui, demandé de son avis. il y a une petite anecdote d'ailleurs concernant justement Tim. Oui, parce qu'en fait, ce que j'avais perdu de vue, c'est en jouant avec lui au tennis, on a joué au tennis, et j'avais oublié que, en fait, lui allait animer une session devant un large public pour illustrer son approche. Et j'ai en quelque sorte d'abord joué avec lui, on était tout seuls, et puis il y a des centaines de personnes qui sont arrivées, j'ai fait aussi copier lors de ce workshop animé par Tim Gallwey, parce que à ce moment-là, c'était le début de la conférence internationale à Orlando, qui a été vraiment une magnifique conférence. C'est la première conférence ICF à laquelle j'ai pu participer. 1999, c'est aussi l'année où je suis devenu Master Certified Coach. J'étais devenu Master Certified Coach il y a plusieurs mois auparavant, avant la conférence. Et c'est aussi l'année où j'ai démarré ma société, Rosinski & Company. C'est une année charnière pour moi. Et à ce moment-là, Philippe, donc lorsque tu es devenu master coach, peux-tu nous dire qu'est-ce qui t'a motivé? Oui, je voyais à l'époque déjà que on voyait de nombreuses personnes qui commençaient à faire du coaching sans nécessairement avoir les compétences pour cela, ni même un souci de certaines règles d'ordre éthique. Et il me semblait important d'avoir une certification, me semblait utile, nécessaire. Et donc, je me suis engagé dans cette démarche qui est un petit peu fastidieuse, il faut bien le dire, mais qui a été intéressante aussi parce que ça a été l'occasion pour moi de contacter des personnes que j'avais coachées déjà de nombreuses années auparavant et de reprendre contact avec ces personnes et de constater que plusieurs années plus tard, le coaching que nous avions fait ensemble avait eu un impact pour ces personnes, avait même dans plusieurs cas changé leur vie. Donc, voilà, je trouve que ça, c'est quand même formidable et cette occasion de MCC, de remplir la démarche de MCC a été pour moi aussi l'occasion de voir l'impact durable que le coaching peut effectivement avoir. En 2003, c'est la publication de Coaching Across Cultures. C'est mon premier livre qui a été publié en 10 langues
par la suite et bientôt une 11e langue, j'espère. Et si je continue à avancer, en 2006, la première version de l'outil COF dont on parlait tout à l'heure, et aussi le premier séminaire de certification Leadership et Coaching Across Cultures, Leadership et Coaching interculturel. Ce premier séminaire a eu lieu à Bruxelles. Ça s'est passé en anglais, mais depuis lors, j'ai pu animer ce séminaire à différents endroits, à Sydney en Australie, en Chine, à Hong Kong, à Shanghai, en Amérique du Sud, à Lima, également à Buenos Aires, à New York, aux États-Unis, et bien sûr dans différents pays européens. Le séminaire existe aujourd'hui en anglais, en français et en espagnol. Si j'avance encore dans le temps, 2010, c'est l'apparition de Global Coaching, et en 2014, le premier séminaire de 3 jours sur ce sujet, un séminaire expérimental, il a eu lieu en Inde, avec mon partenaire en Inde. C'était une expérience vraiment intéressante. Par exemple, pour illustrer le concept d'archétype, au lieu de faire une présentation sur les archétypes, on a mis les participants en position de vivre, de se mettre dans la peau de ces archétypes. Et on a fait le lien entre les archétypes et la mythologie hindoue. On a fait venir des danseurs, une danseuse, un danseur indien. Et c'était assez cocasse, il faut dire, de voir tous ces dirigeants se mettre dans la peau du magicien, du fou, du guerrier, de l'amant. Ça fait partie de cette première expérience séminaire sur le leadership et coaching global dont il est question aujourd'hui dans le livre. 2018, c'est la nouvelle évaluation CEF, une refonte complète de l'outil, une version nettement améliorée, et la parution du livre Leadership et coaching global dont nous parlons aujourd'hui. Et en effet, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés aussi. C'est à ce moment-là qu'on a eu. Voilà, ça c'est un moment clé, bien sûr. C'est à ce moment-là qu'ensemble, nous avons eu cette idée d'interview littéraire. Et nous voici aujourd'hui. Exactement. Passons maintenant à ton livre Leadership et Coaching Global. Donc, professeur Carol Kaufman de l'Université de Harvard nous dit « Ce livre est provoquant, passionnant et empreint de sagesse. » On a également Sir John Whitmore, qui est aussi l'auteur de la préface, qui nous dit « Ce livre est pénétré du sens le plus profond du coaching. » Alors, en ayant travaillé avec John Whitmore, en tout cas l'ayant croisé, que peux-tu nous dire sur John Whitmore? Un profond respect, appréciation pour John Whitmore. J'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises. Il m'avait invité en Australie à être un des keynote speakers dans la conférence qu'il avait organisée. Puis je l'ai revu à Prague. Il est venu plusieurs fois en Belgique. On a passé des heures à discuter ensemble. J'apprécie sa vision. C'est quelqu'un pour qui le coaching n'est pas simplement un outil de développement, c'est déjà pas mal d'ailleurs, mais c'est vraiment une démarche qui vise finalement à améliorer le monde, à faire en sorte que chacun puisse exercer pleinement sa responsabilité. Donc je partage cette vision et j'ai un profond respect pour lui. Et voilà, il m'a fait l'honneur d'écrire cette préface, une très belle préface. Comment lui as-tu demandé d'ailleurs d'écrire la préface? Il a accepté tout de suite? Il a accepté tout de suite, oui. On a eu l'occasion de parler, d'échanger ensemble à de nombreuses reprises. Et voilà, c'était évident pour moi que c'était la bonne personne pour écrire cette préface parce qu'il partage la vision qui est aussi celle du livre. Et donc, voilà, ça s'est fait très spontanément, très naturellement et il n'a pas hésité un instant. Maintenant, nous allons parler de ton livre en quelques mots. Donc, le but de cette slide, c'est de nous proposer 5 mots qui sont liés à ton livre et tu vas nous les expliquer. Merci Otis. Pas évident de résumer un livre en quelques mots, mais voici les mots que j'ai choisis. Le premier, c'est interconnexion. Interconnexion parce que même si une vision mécaniste du monde reste utile d'un point de vue pratique, le livre met en avant une vision qu'on peut qualifier de complexe, holographique, organique, caractérisée justement par cette profonde interconnexion de la réalité. Je fais référence à la physique quantique, à l'univers holographique de David Bohm, aux travaux sur la complexité d'Edgar Morin, l'inconscient collectif de Carl Jung. Ce paradigme de la complexité permet d'expliquer des phénomènes étonnants, déconcertants, qui paraissent impossibles dans la vision mécanique du monde et qui pourtant sont bien réels. La synchronicité, par exemple, nous invite à être pleinement présents.
à accueillir ce qui émerge, notamment de nouvelles rencontres qui peut-être ne sont pas si fortuites que cela. Alors moi, je ne vais pas jusqu'à abandonner l'idée de fixer des objectifs. Vous savez, c'est ce qu'on fait traditionnellement dans le coaching. On aide les coachés à fixer leurs objectifs. J'abandonne pas cela. Mais en revanche, j'évite d'aider le coaché à avancer vers ses objectifs de manière rigide, mais plutôt d'accueillir ce qui émerge pour avoir une démarche qui est plus souple, plus fluide, plus subtile et je pense in fine plus juste. Un autre aspect important, c'est que contrairement aux apparences, selon ce paradigme de la complexité, nous n'existons pas comme entités séparées, réellement séparées. Nous existons dans la relation, dans l'interconnexion. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la manière d'entrer en relation avec le coaché est extrêmement importante. La manière d'entrer en relation va faire que certains aspects du potentiel, du riche potentiel, du potentiel à facettes multiples de la personne va, oui ou non, se déployer. Et c'est notre rôle de coach d'aider à faire déployer ce potentiel. Dans le livre, je parle aussi de Martin Buber et de deux types de relations. Il y a le je-cela et le je-tu. Je-cela et je-tu. Je-cela, c'est quand j'ai tendance à objectiver l'autre, à le mesurer, à le quantifier. Alors c'est nécessaire dans le coaching, mais parfois ça va limiter la personne. Et d'où l'idée aussi, c'est d'aller vers le je-tu. J'oublie tous ces modèles, je transcende tous ces modèles, je cherche simplement à établir un lien authentique, véritable avec l'autre personne. Je me tourne vers cette personne en toute sincérité, en toute authenticité. Et donc, pour paraphraser Martin Buber, je-cela est nécessaire pour le coaching. Mais s'il n'y a que je-cela, le coaching ne peut pas être réellement global. Ce qui m'amène au deuxième mot, Yotis. Et le deuxième mot, c'est éclectisme. Pourquoi? Parce que pour appréhender cette complexité de manière pratique, concrète, la meilleure façon que j'ai trouvée, c'est de le faire à partir de perspectives multiples. Et celles dont je parle dans le livre, elles vont du physique jusqu'au spirituel. Alors, la plupart des coachs, les coachs que je connais, vous êtes tous curieux, ouverts, désireux de continuer d'apprendre. Mais parfois, ce qui se passe, c'est qu'on devient expert dans un domaine ou dans quelques domaines et on risque de passer à côté d'autres domaines qui sont pourtant également utiles, nécessaires. L'invitation dans Leadership et Coaching Global, c'est une invitation à l'éclectisme, à sortir des sentiers battus et finalement d'apprendre de toutes les disciplines. Ça va nous permettre d'aider nos coachés à bâtir des relations fluides, flexibles, bienveillantes, de bâtir leur confiance sans arrogance, de aussi prendre en compte des aspects de politique de pouvoir, de tirer parti de la diversité culturelle, de penser aussi à leur santé physique, à leur forme physique, et de combiner tous ces aspects, y compris les aspects de sens, de conscience, d'élever le niveau de conscience. Ça fait beaucoup de choses, et c'est ce qui rend cette démarche plus aboutie, plus riche. Le troisième mot, c'est impact, parce que c'est important que notre travail fasse une réelle différence. Des recherches ont montré en matière de formation, en tout cas au développement du leadership, que souvent les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et le coaching, je pense, peut vraiment aider à ce qu'il y ait davantage d'impact. Et c'est le but, en tout cas, du coaching global, de pouvoir faire une réelle différence. J'explique ce qu'il faut mettre en place pour cela et j'illustre ça au travers de différents exemples. La situation, par exemple, d'une société avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler aux États-Unis, une société internationale qui avait souhaité remettre à plat tout son système de développement du leadership. J'ai eu l'occasion de faire le design de tout un cursus de développement du leadership et très concrètement ensuite d'aider à mettre cela en œuvre. Une des initiatives a consisté à mettre en place un programme de développement de formation pour le senior exécutif qui a consisté en une semaine de formation très expérimentale suivie de une année de coaching. Ça a fait vraiment une différence. Pourquoi? Parce que quand on a mesuré le 360 degrés avant le séminaire, le premier séminaire et au terme du parcours, on a pu constater que chacun des leaders avait progressé, était perçu comme un leader beaucoup plus efficace par son entourage. Un des autres impacts a consisté aussi à faire que quand il y avait des positions qui s'ouvraient de leadership, de senior leadership, avant, cette société devait souvent recruter à l'extérieur. Et c'était très frustrant parce qu'il y avait des gens à l'intérieur de l'entreprise qui se disaient, moi j'ai tout à fait le potentiel pour cela.
Simplement, l'organisation ne m'a pas donné l'occasion de me développer. Ici, au terme de ce parcours, ce qui a été constaté, avec quelques années de recul, c'est que ceux qui avaient suivi le cursus avaient davantage ensuite de possibilités d'évolution et avaient pu devenir ces nouveaux seniors exécutifs. L'entreprise avait fait appel à eux plutôt que de devoir recruter à l'extérieur. Voilà des exemples d'impact. Alors, le mot suivant, c'est intégration. Et intégration, pour moi, ça va au-delà du mot holistique. Bien sûr, cette démarche de leadership et coaching global, c'est une démarche holistique au sens habituel du terme. Le but, c'est pas uniquement de toucher les intellects des personnes, mais aussi de toucher les cœurs, l'esprit, le corps, de regarder la personne dans sa globalité. Et souvent, dans des approches prétendument holistiques, ce qui manque, c'est certaines perspectives, comme la perspective culturelle ou politique, qui permettent justement de déployer encore plus de potentiel. D'où ce mot intégration. Et enfin, le cinquième mot, c'est authenticité. C'est-à-dire de pouvoir vivre une vie qu'on peut véritablement appeler la sienne. Alors ça implique nullement d'être toujours transparent et de jamais jouer de rôle. C'est pas non plus une vision statique de l'authenticité où je suis comme ça et je suis pas autrement. Non, il s'agit ici d'une vision plus évolutive, plus dynamique de l'authenticité. Je continue à évoluer, à grandir en apprenant des autres, d'autres cultures, d'autres disciplines qui vont m'enrichir et qui vont me permettre de m'affranchir de croyances limitantes et qu'elles soient d'ordre culturel ou psychologique pour devenir pleinement la personne que je suis. Voilà les 5 mots que j'ai choisis, Otis. Alors moi, je t'avoue, surpris de ne pas retrouver le mot coaching global, vu que c'est vrai que dans ton livre, tu en parles beaucoup. Et bon, on va pas directement définir ce terme. Je voudrais, d'après ma lecture donc du livre, je vois que tu fais une distinction entre le coaching traditionnel et le coaching global. Peux-tu nous donner plus d'éléments à ce niveau-là? Merci pour ta question, Yotis. Global, coaching global, en fait, c'est au sens de coaching intégré, coaching intégrateur. Et c'est ce qu'on retrouve dans le 4e mot ici, intégration. Et c'est ça qui différencie, à mon sens, justement, le coaching traditionnel de cette forme, je dirais, plus aboutie, plus créative de coaching, qui, en tout cas, offre plus de pistes de progrès, puisqu'on peut s'appuyer sur différentes perspectives afin de définir ses buts et de les réaliser. Si je comprends bien, le coaching global est une évolution du coaching traditionnel. Oui, c'est l'ambition vraiment. Je pense que aujourd'hui, dans le monde complexe actuel, et peut-être ça aurait pu être le 6e mot aussi, dans le monde complexe actuel, on a besoin d'une approche multidimensionnelle, de pouvoir appréhender la réalité à partir de perspectives multiples. Comme le monde est complexe et sans doute va devenir de plus en plus complexe, on a besoin que l'approche du coaching, elle aussi, intègre cet élément de complexité. Oui, donc le coaching global, c'est l'évolution du coaching, absolument. Nous pouvons passer à la carte blanche de l'auteur. Cette carte blanche est l'occasion pour toi, Philippe, de nous parler librement d'un passage, d'une théorie, d'un exercice que l'on peut retrouver dans ton livre. Alors, qu'as-tu choisi de partager avec nous pour cette carte blanche? Voilà, ce que j'ai choisi de partager, c'est ce modèle de Mobius. Alors pourquoi le modèle de Mobius, le ruban de Mobius? Parce que c'est dualité infinie et unité. Infinie, vous voyez dans le 8 renversé, et unité dans le fait que dans cette figure, en réalité, il n'y a qu'un seul bord. Pourquoi infini? Parce que les sources d'inspiration du coaching, elles sont multiples, voire infinies. Ça, c'est une première idée. Et unité parce que il ne s'agit pas non plus de se disperser, on peut apprendre de différentes sources, mais au final, il s'agit aussi de converger vers plus d'unité, vers plus de focus. Donc ce ruban de Möbius, et à gauche, au fait, une version plus colorée qui a été imaginée par mon partenaire en Inde dont je parlais tout à l'heure. Ce que je vous propose ici, c'est quelques questions qui, j'espère, vont stimuler votre réflexion. Alors je vais poser ces questions en regardant chacune des perspectives séparément. En réalité, elles sont toutes reliées. Mais pour des raisons pratiques, je vais les prendre une par une, en tout cas pour commencer. Je vous invite à réfléchir aux questions suivantes. Perspective physique. Comment préserver ou augmenter notre vitalité?
c'est quand même la base de notre bien-être, c'est essentiel pour notre forme physique, notre forme mentale, notre performance durable. Et souvent, pourtant, cette perspective, elle n'est pas prise en compte, ou en tout cas pas de manière systématique. D'autres questions plus pratiques que je pourrais poser, c'est comment préserver, améliorer notre endurance, notre force, notre équilibre et notre souplesse. Et alors, notre question, quelles leçons pouvons-nous tirer des centenaires d'Okinawa? Vous savez, c'est là où les gens vivent le plus longtemps, mais non seulement ils vivent longtemps, mais aussi en bonne santé. Que pouvons-nous apprendre de ces centenaires? Voilà pour la perspective physique. On pourrait poser bien d'autres questions, mais tournons-nous vers la perspective managériale. Comment définir l'impact recherché du coaching et comment le mesurer? Comment faire pour que les interventions de développement du leadership fassent une réelle différence sur différents plans, que ce soit un plan économique, social ou environnemental? Voilà deux questions pour la perspective managériale. Il y en a bien d'autres, mais je vais me tourner cette fois vers la perspective psychologique. Alors ça, c'est bien connu des coachs en général. Mais ma question est la suivante. Comment tirer parti de différentes écoles en psychologie et aller au-delà de celles que vous connaissez déjà sans doute très bien? Que pouvez-vous apprendre d'autres disciplines ou d'autres écoles en psychologie? Alors, deux questions très pratiques, c'est comment bâtir des relations constructives, fluides, bienveillantes? Comment éviter des jeux psychologiques? Comment reconnaître aussi les mécanismes de défense inconscients sans pour autant devoir être un psychanalyste? Comment continuer à développer notre intelligence émotionnelle? Si je me tourne vers maintenant la perspective culturelle, alors souvent c'est là où le bas blesse, parce que ça, c'est pas pris en compte, ou en tout cas pas de manière systématique. Première question, comment dépasser une vision statique et binaire de la culture? Vous savez, qui consiste à dire les Américains sont comme ça, les Français sont comme ça, les Chinois sont comme ça, c'est utile, mais parfois ça amène à développer simplement ou à renforcer des stéréotypes. Comment tirer parti de la diversité culturelle au sens le plus large? Comment prendre la mesure du fait que toutes les potentialités, toutes les différences culturelles, elles existent déjà en nous et ne demandent en fait qu'à être déployées. Parfois, elles existent là simplement de manière latente. Quel vocabulaire pour décrire différents aspects d'une culture, différentes façons de communiquer, de gérer le temps, de s'organiser, etc., etc. Comment élargir notre carte du monde pour plus de flexibilité comportementale et aussi plus de créativité? Pratiquement, comment coacher des équipes interculturelles et comment coacher aussi des fusions, acquisitions et alliances? Allons maintenant vers le politique. Alors ça, c'est aussi souvent une zone aveugle selon mon expérience. Quelles sont les sources de pouvoir très concrètement? Comment aider nos coachés à avoir plus de pouvoir et donc plus d'impact? Comment faire tout cela de manière constructive? Comment aider nos coachés à devenir ce que j'appelle des bâtisseurs éclairés, c'est-à-dire qui ont acquis le pouvoir nécessaire pour atteindre leur but, mais ce dans un vrai souci de servir les autres, d'améliorer la société. Et enfin, perspective spirituelle. Je pense que ça, c'est bien connu de plusieurs coachs aussi. Comment développer la pleine conscience, mindfulness, c'est bien connu, mais pour moi, la perspective spirituelle, ça recouvre bien d'autres aspects. Comment adopter ce que moi j'appelle la stratégie du tournesol, c'est-à-dire se tourner vers la lumière, apprécier pleinement des choses que souvent on considère comme allant de soi. Est-ce qu'on apprécie pleinement d'avoir pu manger à notre faim, d'être en bonne santé? J'espère que vous êtes tous en bonne santé. D'avoir pu échanger des sourires, même si on n'a pas pu atteindre tous nos objectifs. Est-ce qu'on apprécie vraiment tout cela? Comment donner du sens à nos vies, y compris dans les moments difficiles? Comment faire face à l'adversité, développer notre résilience? Que pouvons-nous apprendre des grands philosophes, en particulier face aux enjeux ultimes qui nous concernent, aux enjeux existentiels? Comment nous positionner par rapport aux enjeux sociétaux et face aux dilemmes d'ordre éthique? Les situations sont rarement noir ou blanc. Alors, il y a beaucoup de zones grises. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et enfin, si maintenant on relie le tout, comment justement relier toutes ces perspectives et changer notre regard par rapport à la réalité? Comment apprécier l'interconnexion profonde de cette réalité et comment en tenir compte pour coacher dans la complexité? Comment accéder à nos héros intérieurs? Dans le livre, je fais le lien entre 12 archétypes et les 6 perspectives dont il est question. Comment bâtir l'unité par le lien profond? Alors, ça fait beaucoup de questions.
Mais si ne fût-ce que l'une ou l'autre de ces questions vous a interpellé, j'ai atteint mon objectif dans cette carte blanche. Le livre aborde toutes ces questions et bien d'autres, et tout cela me semble essentiel pour les coachs que nous sommes aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu proposes dans ton livre quelques études de cas avec Katrina Burrus et cette fameuse Marie, où on voit vraiment de manière plus détaillée les 6 perspectives essentielles que tu soulignes ici. Donc, mais comme nous n'avons pas énormément de temps, nous allons déjà passer donc à la suite. Donnons maintenant la parole au lecteur. Pour cette première intervention, nous allons accueillir Véronica de la Fuente, membre de l'ICF Synergie pour la Suisse et donc également membre de l'équipe ICF Suisse. Véronica est consultante et formatrice interculturelle dans le domaine de la diversité et de l'inclusion. Véronica est aussi executive coach spécialisée dans le coaching interculturel. Bonjour Véronica, je t'invite à poser ta question à Philippe Rosinski. Ok, merci Jotis. Bonjour Philippe, je suis très contente d'être avec toi dans notre première interview littéraire. Philippe, j'ai participé à tes séminaires il y a longtemps et j'ai lu ton livre, la première édition en fait. Et j'aimerais savoir, me questionner, comment ton modèle de coaching global a évolué depuis que tu as commencé avec cette idée de coaching global jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça a changé de ton début avec ce concept et comment évoluer jusqu'à aujourd'hui? Alors, merci Véronica pour ta présence et aussi pour cette question. Leadership et coaching global, en fait, ce que je peux dire déjà, c'est que c'est la version française d'un livre que j'ai écrit il y a quelques années en anglais. Et dans cette nouvelle version, il y a 40 nouvelles pages qui font, où je fais état de nouvelles lectures que j'ai faites, de nouvelles recherches, mais aussi de nouvelles expériences de mise en pratique de cette approche intégrative. Je parle par exemple, une des nouveautés, je parle de supervision intégrative de coaching, dont je ne parlais pas précédemment, donc qui est une application du coaching global à ce que je vais appeler le coaching de coach, l'accompagnement de coach pour les aider à continuer à se développer. Mais si je prends maintenant chacune des perspectives, je fais référence dans ces 40 pages supplémentaires à d'autres sources, d'autres choses que j'ai pu apprendre, notamment en matière de nutrition. La recherche ne fait qu'évoluer. Donc, en résumé, une confirmation du fait que cette approche, ces perspectives restent pertinentes, mais un enrichissement permanent de leur contenu et aussi la mise en application. Ce que je peux dire aussi, c'est par exemple, dans les expériences dont je parle, c'est dans le monde de la médecine et aussi de l'éducation. J'ai eu l'occasion d'être invité au Japon et de donner un séminaire de leadership et coaching global pour des enseignants qui ont commencé à intégrer cette approche dans la formation des élèves du secondaire. Ça, je trouve que c'est formidable parce que aujourd'hui, ça va commencer en Suisse, mais en tout cas en Belgique et dans de nombreux pays. Au lycée, on apprend des choses très intéressantes, histoire, mathématiques, physique, mais pas tellement à comment trouver du sens à notre vie, comment bâtir des relations constructives avec autrui, comment tirer parti de la diversité culturelle, etc., etc. Donc voilà, ça ce sont des expériences, je trouve, très prometteuses, mais il reste encore beaucoup à faire, bien sûr. Merci pour cette réponse, Philippe, et pour ton approche. Je pense que c'est très illustratif. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le coaching avec une autre perspective, que seulement développer le potentiel professionnel basé des compétences. Et ça me paraît très important comme approche pour notre pratique de coaching. Merci. Merci à toi, Véronica. Merci, Véronica. Pour cette deuxième intervention, contrairement à la première, Philippe, tu n'as pas été informé de l'identité de la personne qui se cache derrière cette question mystère. Cette personne est coach professionnel certifié ICF. Elle accompagne en coaching des personnes avec des profils internationaux et des équipes multiculturelles. Également oratrice d'un webinaire organisé par l'ICF Synergie avec comme sujet les différences culturelles dans la pratique du coaching. Je sais que cette personne n'a pas lu qu'un seul de tes livres. Elle est aujourd'hui là pour te poser une question sur leadership et coaching global. C'est Evelyne Tan
Bonsoir Evelyne, je t'invite à poser ta question. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Philippe, dans votre livre, vous évoquez le coaching global à travers 6 perspectives. Ma question est la suivante. Quelles sont vos recommandations quant à la mise en œuvre du coaching global dans des contextes culturels différents, en Europe par rapport à l'Asie par exemple? Quels sont selon vous les points d'attention pour les coachs? Merci Evelyne, c'est une question intéressante qui, je pense, applique quels que soient les contextes. Alors le conseil est le suivant, il ne s'agit pas de sans cesse utiliser toutes ces perspectives. C'est pas nécessaire, mais elles sont là potentiellement à notre disposition. Et l'idée, c'est de pouvoir jongler avec ces perspectives et faire appel à ces perspectives quand c'est nécessaire. Parfois, l'accent, il va être mis sur un aspect particulier, il va être plus psychologique. Parfois, c'est la question du sens, perspective spirituelle qui va primer. Parfois, l'aspect interculturel va être très important. Donc, il s'agit de les combiner de manière fluide et adaptée aux différents contextes. Alors, que l'on soit en Asie ou en Europe, elles peuvent s'appliquer. Je parlais d'un séminaire que j'ai pu faire en Inde. Culturellement, l'exercice physique, par exemple, que nous avons fait, c'était du yoga, parce que c'était adapté à ce contexte, ça parlait aux personnes. La mythologie à laquelle on a fait référence, c'était la mythologie hindoue. Mais les archétypes, ils sont les mêmes au travers des différentes cultures. Donc, si on s'était trouvé en Europe, on n'aurait pas parlé de mythologie hindoue, on aurait parlé de mythes auxquels nous sommes plus habitués. On aurait invité les personnes à faire le lien avec ces mythes. Donc, l'idée, c'est que toutes ces perspectives, elles peuvent s'appliquer quel que soit le contexte, mais il s'agit effectivement de peut-être adapter la manière de les présenter selon le contexte. Evelyne, as-tu une autre question à poser à Philippe Rosinski? Philippe, quel est votre retour d'expérience quant à la mise en œuvre du coaching global dans des contextes culturels différents, justement? Quelles sont les similarités ou les différences que vous avez pu noter? Ok, donc au-delà de ce que j'ai expliqué quant à la manière de mettre en œuvre, un point important, et j'en parlais tout à l'heure, c'est la manière d'entrer en relation avec les personnes. À un moment, le paradoxe, c'est que si je comprends et je suis attentif aux différentes culturelles et que je veux au-delà de la simple idée qu'on est tous les mêmes, je comprends nos différences, alors ensuite, paradoxalement, je peux mieux comprendre ce qui nous relie, ce qui nous unit. Et quand on arrive alors à ce niveau, on peut vraiment bâtir un lien profond avec les participants. Et c'est là aussi que leur potentiel peut se déployer. Et donc, je parlais de cette expérience en Inde. Voilà, il y avait peut-être certaines caractéristiques culturelles, mais fondamentalement qui sont différentes des caractéristiques européennes ou aussi de l'expérience que j'ai pu avoir aux États-Unis. Mais fondamentalement, c'était la même démarche et la même volonté sincère d'aller vers les personnes et de les aider à déployer leur potentiel. Et donc, ça a été dans tous les cas pour moi une expérience. Et finalement, on a des personnes qui sont là, désireuses d'être là, de belles expériences, de riches expériences, des rencontres, voilà, des rencontres formidables, étonnantes même pas. Merci Evelyne. On pourrait en parler davantage. Je pourrais aussi parler de mon expérience au Japon, puisque là j'ai des étudiants japonais et on aborde aussi cette question de coaching global. Mais voilà, on aura l'occasion d'en parler, j'espère, à une prochaine occasion. Et je te remercie en tout cas pour ta question. Merci Evelyne. Je t'avoue, Philippe, que pendant ma lecture, je me suis demandé combien de livres il t'a fallu pour écrire Leadership et Coaching Global. Merci Yati, je n'ai pas fait le compte. Je n'ai pas fait le compte, mais la réponse courte, c'est beaucoup. C'est vrai que voilà, je sais plus où mettre les livres chez moi. Il y a beaucoup de livres. On est dans l'ordre de centaines de livres sûrement ici qui ont nourri cette réflexion. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un travail qui s'est fait pendant des dizaines d'années et qui finalement aboutit à la rédaction de Global Coaching et puis maintenant plus récemment de Leadership et Coaching Global. Voilà, c'est ça, je pense, qui moi m'anime, c'est cette curiosité. Je pense que ça anime aussi de nombreux coachs qui sont là avec nous aujourd'hui. Cette soif d'apprendre, cette curiosité de continuer à apprendre et ce dans différents registres. Si tu as un problème au niveau des emplacements pour trouver de la place, donc pour les livres, si tu veux,
je peux te prêter quelques-unes de mes bibliothèques. En tout cas, elles restent ici, mais tu peux envoyer les livres. Alors, Leadership et coaching global, ben, à qui s'adresse ce livre? Il s'adresse bien sûr aux coachs et aux coachs professionnels, mais il s'adresse aussi aux dirigeants, aux managers qui souhaitent intégrer cette démarche dans leur approche du leadership, c'est-à-dire qu'ils souhaitent vraiment aider à déployer le potentiel humain à facettes multiples. Ce livre s'adresse en fait finalement à tout un chacun qui souhaite vivre sa vie le plus pleinement possible, tout un chacun qui est curieux, désireux d'apprendre, désireux de continuer à grandir. D'ailleurs, à vous qui nous regardez, je vous invite également à poser vos questions à Philippe Rosinski en commentaire en dessous de cette vidéo. Philippe Rosinski répondra à vos questions par la suite. Alors Philippe, passons à la dernière partie de cette interview littéraire. Donc le prochain slide, littérature et coaching. Et pour commencer, Philippe, peux-tu nous parler de ta bibliographie? Alors j'ai déjà parlé, je ne vais pas revenir longtemps là-dessus, j'ai déjà parlé de ces deux livres que j'ai écrits en anglais, Coaching Across Cultures, Global Coaching, qui existent tous les deux en version française, le coaching interculturel, et maintenant Leadership et Coaching Global avec ses 40 pages additionnelles. Mais j'ai aussi contribué à différents ouvrages collectifs, en fait à 10 ouvrages collectifs, dont le dernier qui vient de sortir, qui s'appelle Mastering Executive Coaching, dans lequel j'ai écrit un chapitre consacré au coaching d'équipe interculturelle. Voilà, parmi les co-auteurs, il y a le fameux Marshall Goldschmidt, il y a Manfred Skets-de-Vries, Jonathan Passmore et bien d'autres coachs. Voilà, je vous invite aussi à découvrir ce livre. J'écris aussi de nombreux articles. Alors, on va pas tous les citer ici. Concernant leadership et coaching global, comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre? Alors c'est une longue histoire parce que je vais faire la version, je pourrais faire une version longue et je vais faire une version peut-être plus courte. Dès le départ, en fait, quand j'étais étudiant, j'ai toujours été gêné par le fait qu'on a tendance à nous mettre dans des cases. À l'époque, c'était soit on faisait des études de latin-maths, dans la tête où j'étais, soit latin-grec. On était plus un matheux ou plus un littéraire. Et moi, ça me dérangeait de devoir être mis comme ça dans des cases. J'ai toujours été intéressé d'apprendre de différentes disciplines, de différents domaines. Et bon, je suis devenu coach par la suite, mais ce qu'il m'a semblé nécessaire, c'est dans le monde complexe dans lequel on se trouve, c'est d'enrichir de cette discipline de coaching qui est basée quand même, au départ, en tout cas essentiellement sur le bon sens, on va dire aussi, et sur la psychologie. Il me semble que c'est important, mais pas suffisant. Et c'est pour ça que j'ai tenté dès le début de pouvoir élargir le cadre du coaching. Dans les années 90, en écrivant un premier article avec le lien par rapport à la spiritualité et par rapport aussi à la perspective politique. Ensuite est venue la perspective culturelle qui a fait l'objet d'un livre. Et donc, les choses sont venues progressivement. Et puis finalement, un jour, il faut que j'ai les différents éléments en main. Il s'agit maintenant d'écrire un livre pour faire la synthèse. Clôturons avec quelques conseils littéraires. Donc, Philippe, quel livre se trouve actuellement sur ton chevet? Ah oui. Il y en a deux. Il y en a deux qui sont sur mon chevet. Il y en a même plus, mais un que je vais citer, c'est alors j'aime beaucoup Irvin Yalom, qui voilà, qui est un psychothérapeute et qui a écrit d'excellents livres. Et un des livres, celui qui se trouve à mon chevet en ce moment, c'est Creatures of a Day. En français, il existe aussi en version française, c'est Créatures d'un jour. Irvin Yalom nous rappelle que nous sommes des créatures fragiles, éphémères, nos vies sont rarement sans difficulté, mais ce qui fait la plus grande richesse dans nos vies, c'est la qualité des relations que nous arrivons à nouer. Des relations amoureuses, amicales, familiales, et pour moi aussi le coaching, ce sont des moments privilégiés, des relations privilégiées. Et voilà, ça c'est ce qui est intéressant, c'est cet accent que Irvin Yalom met sur la qualité des relations. Et voilà, ce que j'aime aussi chez lui, c'est qu'il écrit avec beaucoup d'humanité, beaucoup de finesse et d'humour aussi. Si je peux citer un deuxième livre,
On a le temps? C'est ceux que tu as sur ton chevet, hein, c'est ceux que tu lis actuellement. Oui, alors j'en cite donc un deuxième livre parce que en fin de journée, j'aime bien une lecture un peu plus légère. C'est John Grisham. Alors j'ai lu de nombreux livres de John Grisham. Il n'est pas considéré comme un grand auteur, comme un grand écrivain. C'est plutôt un écrivain grand public, mais je trouve qu'il mérite vraiment amplement son succès. Ce sont toujours d'excellentes intrigues. C'est très bien écrit, avec beaucoup d'humour en fait. Il y a un humour très pince sans rire. Et c'est plus profond qu'il n'y paraît. Ces histoires sont plus profondes qu'il n'y paraît parce qu'il y a une analyse assez fine de la société américaine et un sens aigu de la justice. John Grisham se trouve aussi actuellement à mon chevet. Et concernant les livres sur le coaching, as-tu des livres sur le coaching à nous conseiller? Donc, un conseil de lecture en coaching. Alors, je ne vais pas citer un livre de coaching parce qu'il y a de nombreux livres de coaching qui sont excellents et j'en cite toute une série dans mon livre Leadership et Coaching Global. Mais le livre dont je parlais d'Irvin Yalom, c'est un livre aussi qui s'applique et qui s'adresse aux coachs. Parfois, on se trouve dans une approche mécaniste où on applique l'un ou l'autre outil. C'est important, et ça, Irvin Yalom nous le rappelle, de pouvoir dépasser tous ces outils et bâtir simplement une relation authentique et fluide avec notre coaché. Et aussi de pouvoir enfreindre certaines règles. Parfois, on dit qu'il faut jamais donner de conseils, donner d'avis ou qu'on n'est pas là nécessairement pour parler de soi. Ce que Irvin Yalom dit à ce sujet, c'est qu'il faut manier ses idées avec précaution. Parfois, si on lui pose une question, comment est-ce que toi tu ferais? Bien, lui répond à la question. Il répond parfois à la question quand il pense que ça va permettre de maintenir la relation. Quand il se dit que si je réponds, alors on n'est pas là pour parler de moi et qu'il ne fait que renvoyer une question, il se dit que parfois ça risque de casser cette relation. Donc lui se permet parfois effectivement de parler de lui, de donner un conseil. Donc c'est ça, je pense, une idée importante pour les coachs, c'est bien sûr d'appliquer les différentes règles de coaching, mais de faire ça avec simplicité, fluidité, humanité et de garder à l'esprit que la relation prime. Alors, un dernier conseil pour tous ceux qui nous regardent et qui aimeraient aussi se lancer dans l'écriture d'un livre. Alors, mon conseil, il va être de ne pas se précipiter. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Je me rappelle, j'étais à une conférence de coaching aux États-Unis et là, il y avait un conférencier qui encourageait chacun à écrire un livre et à écrire un livre quasi tout de suite. Et le livre était conçu là comme un outil, simplement un outil de marketing. Et au passage, au fait, ce présentateur était aussi consultant, coach, qui aidait les autres à écrire son livre. Donc, il était là aussi pour un peu vendre son livre. Aujourd'hui, il y a pléthore de livres. Pour moi, mon invitation, c'est que écrire un livre, c'est d'abord une démarche authentique et j'ai envie de dire presque artistique, plutôt que simplement une tactique marketing. Et de faire confiance que si vous continuez à apprendre, à acquérir des expériences, à un moment, il y aura un appel. Ça, en tout cas, a été pour moi un appel presque impérieux d'écrire le livre. Et mon conseil, c'est qu'à ce moment-là, quand vraiment vous avez quelque chose que vous avez envie de partager, quelque chose de nouveau, de bénéfique, d'utile, là, d'écouter cet appel et d'avoir le courage et la discipline de faire ce travail. De nombreuses personnes à qui je parle ont de bonnes idées, mais simplement ne consacrent pas le temps nécessaire. Ça implique, en tout cas pour ma part, ça impliquait de bloquer des semaines, des mois pour ce travail. Ne se donne pas la permission, ne donne pas le temps de faire ce travail, pense que ça va aller vite, vite. Non, si on veut écrire un livre de qualité, ça demande du temps. Et donc mon conseil, c'est que vous preniez le temps de faire ce travail sans vous précipiter. La patience est, en d'autres mots, peut-être mon conseil principal. Et si vous aussi, vous avez des questions à poser à Philippe Rosinski, n'hésitez pas à les mettre, en tout cas vos questions, en commentaire en dessous de cette vidéo. Philippe Rosinski, comme vous le voyez, est à votre écoute. Merci Philippe de t'être prêté au jeu de l'interview littéraire. Merci Véronica, merci Evelyne. Merci à vous aussi qui avez pris le temps de suivre cette interview littéraire. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une excellente soirée
où que vous vous trouvez. Et Philippe, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est merci. Merci Yotis, merci à toute l'équipe d'ICF Synergie. Vous faites un travail remarquable pour faire rayonner le coaching dans toute la francophonie. Et c'est important que les coachs francophones se rendent compte qu'ils peuvent aussi apporter une contribution qui dépasse le seul monde francophone. Je pense que nous tous pouvons apporter une contribution utile au coaching en général et à la société. Merci à vous tous et je vous souhaite à tous le meilleur en tout cas.